ce qu'est le et ensuite on abordera plus spécifiquement la quatrième édition. On débriefera en fait sur celle-ci. Je vous présenterai un petit peu ce qu'on a pu faire. Certains et certaines d'entre vous, ont été, participants et participantes et on est très heureux de les retrouver, heu, même à distance et donc après l'idée, ça sera de revenir sur les différentes tendances qui ont pu être abordées dans le cadre de cette édition, de montrer en fait en quoi, puisque c'était le thème de cet événement, c'était l'hybridité, de revenir sur quelques grandes dynamiques à l'œuvre dans le monde de l'immersion culturelle numérique sur les tendances en termes d'hybridité. Et ce que je vous propose, c'est qu'on garde un petit temps, donc bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et qu'on garde un petit temps aussi, 10 minutes à la fin de cette présentation pour pouvoir aussi échanger, que vous puissiez poser toutes vos questions, que je puisse y répondre, en tant que, voilà, représentant pour aujourd'hui du Numix Lab. Donc, pour commencer déjà, revenons rapidement sur, ce qu'est le Numix Lab. Le Numix Lab, en fait, c'est déjà toute une équipe. Donc, vous le voyez, en fait, c'est une équipe qui est principalement, franco-québécoise, et qui a œuvré fort, en fait, à développer ces différents programmes depuis quelques années. C'est un événement, en fait, qui existe depuis, novembre 2021, qui, a commencé à Paris et ensuite s'est déployé, en fait, dans un ensemble d'autres destinations. Donc un ensemble de partenaires qui ont eu, l'occasion de pouvoir œuvrer à la programmation, à l'organisation de cette édition. Je reviens vite là-dessus parce que c'est vraiment le fruit d'une équipe et ça j'insiste beaucoup. C'est un travail, extrêmement conséquent en fait de la part de Christophe Salomon, notamment en organisation générale, de la part de Baudouin Duchange en fait sur tout ce qui est communication, sur tout ce qui est appui à la programmation, ainsi que de Constance Richard qui s'est beaucoup occupée aussi de la partie canadienne non francophone, de Dorian Boisselot qui s'occupait de tout ce qui est hospitality et de tout ce qui est logistique, et de toute une équipe en fait québécoise qui a œuvré notamment aussi à l'animation des plateformes, au moment de rencontres B2B et qui a aussi contribué très fortement à cette organisation. Donc, vous voyez derrière cet événement, donc beaucoup de monde. Revenons, quelques instants sur ce qu'est le Numix Lab. Le Numix Lab, en fait, c'est un événement, donc comme je disais, qui a été créé en 2021 avec la volonté d'accélérer et de promouvoir, en fait, finalement, la coproduction, développer la mise en réseau, les coopérations internationales, notamment à un niveau d'abord francophone. Les 2 premières éditions, en fait, ont, œuvré à fédérer une première communauté canadienne, luxembourgeoise, québécoise, tunisienne, suisse et depuis 2 éditions, on œuvre de plus en plus à avoir une dimension européenne. L'idée étant en fait de vraiment créer, un réseau, une communauté qui puisse, dans toute, sa singularité, mettre en avant une créativité européenne, faciliter la circulation des œuvres qui ont été produites par ces acteurs européens et pouvoir, heu, gagner en puissance et accélérer en fait finalement, ces différents projets. Alors comment ça se passe concrètement? En fait, l'idée, du Numix Lab, c'est 5 jours d'événements avec une multiplicité de formats, qui favorisent en fait la rencontre et qui favorisent l'échange sur des projets. L'idée en fait, c'est de pouvoir, s'inspirer par exemple avec de la visite de lieux, que l'on fait souvent, l'après-midi, où on a l'occasion comme ça en fait de découvrir à la fois des musées, des centres d'art, mais aussi, tout un ensemble de lieux qu'on pourrait appeler, culturels transitoires, des lieux en fait qui accueillent de façon non permanente, par exemple des projets numériques immersifs, comme des centres de congrès, des centres commerciaux, des friches industrielles et cetera. Donc tout ça en fait, j'y reviendrai, je vous montrerai des exemples, donc notamment qui ont été, parcourus lors de cette quatrième édition. C'est aussi échanger un ensemble de bonnes pratiques. Donc c'est, d'avoir un ensemble de retours d'expérience avec des panels. Donc souvent 3 grands panels qui permettent notamment d'aborder, des thèmes éditorialisés, notamment cette année l'hybridité. D'autres éditions dans le passé, on était plus, par exemple sur l'innovation numérique et les musées à Paris en novembre 2021, sur, la, heu, la renaissance industrielle par le numérique en Allemagne en novembre 2022.
Donc voilà, on a eu des thèmes, vraiment très très variés, durant ces différentes éditions, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des panels, voilà, qui soient éditorialisés et qui répondent aussi aux thèmes qu'on souhaite aborder, en fait, durant l'édition. C'est aussi donc des études de cas, des retours d'expérience et puis tout un ensemble de présentations qui sont réalisées notamment, par des lieux, par des studios, par, tout un ensemble de personnes qui œuvrent aujourd'hui à la créativité numérique et immersive. C'est, enfin aussi, favoriser des logiques de coproduction, c'est-à-dire en fait, des rencontres qui permettent, à chacun et chacune de fixer les apports en fait qui peuvent, donc les contributions qu'ils peuvent, apporter à un projet et de pouvoir en fait comme ça, heu, ébaucher des 1res perspectives de projet, notamment en ayant, donc des moments qui permettent de présenter déjà, ce que chacun fait, mais aussi en fait de pouvoir se rapprocher, les uns des autres et de pouvoir échanger. Et puis il y a aussi en fait tout un ensemble de moments informels sur lesquels en fait, on n'a pas la main en tant que programmateur, qui sont extrêmement riches et tout aussi conséquents en fait que tous ces programmes. 5 jours d'événements, c'est aussi, 5 jours de rencontres et de rencontres humaines au-delà des contributions, très professionnelles de cet événement. Enfin, donc, en termes de public, pour, définir, aussi et revenir sur ce qu'est le Numix Lab, l'idée du Numix Lab, donc c'est un événement qui est itinérant, international et qui, se caractérise par une multiplicité de formats, comme on l'a vu, mais c'est aussi en fait un événement qui, a pour vocation de fédérer un ensemble de professionnels très variés. Des créatifs d'un côté, qui sont, des studios de création, par exemple, qui viennent, du monde, du monde muséal, qui viennent des jeux vidéo, qui viennent en fait, aussi de l'audiovisuel, donc qui viennent du vidéo mapping aussi, donc tout un ensemble de studios créatifs, des producteurs audiovisuels, des artistes, notamment qui travaillent sur des œuvres numériques, qui sont accueillis dans le cadre de ce type d'événement. Donc on a en fait un tiers de ces publics en fait, qui sont caractérisés par, voilà ce type de profil. Des lieux de culture, des lieux de diffusion qui œuvrent régulièrement à la diffusion d'œuvres numériques et immersives, qui sont extrêmement variées et c'est ça qui caractérise aussi, cette filière, ce secteur en fait la créativité numérique et immersive. C'est pour le coup, un ensemble de lieux extrêmement variés tels que des musées qui, de plus en plus dans leur programmation accueillent des expériences donc immersive sous forme d'œuvres, en réalité virtuelle ou d'expositions, numériques, immersives et hybrides. Des centres d'art numérique qui sont en train d'émerger de plus en plus, de partout, en France, en Europe et plus généralement dans le monde, qui, ont pour vocation, de façon permanente, à développer tout un programme autour de projets, numériques et immersifs. Vous le verrez, on a tout un ensemble d'exemples, sur lesquels on reviendra dans le cadre de cette 4e édition. Des lieux de diffusion plus grand public qui accueillent de façon temporaire, voire, de plus en plus semi-permanente, voire permanente, des, expériences immersives. Donc, comme des, centres de congrès, des lieux cultuels aussi quelquefois qui accueillent ce type de projet, des centres commerciaux et tout un ensemble en fait d'autres lieux de ce type-là. Et puis bien sûr aussi, des lieux qui sont très ouverts, l'espace public qui accueille aussi des œuvres installatives et notamment des projets de vidéo mapping et donc tous ces lieux de diffusion constituent autant de partenaires, heu, dans ces logiques de coproduction que j'ai évoquées tout à l'heure, pour pouvoir en fait favoriser la rencontre entre des créatifs et ces lieux de culture. Et enfin, on a un 3e groupe, donc dans ces un tiers, un tiers, un tiers, qu'on pourrait appeler le tiers état, si on peut dire. Tout un ensemble de partenaires qui sont, potentiellement des partenaires financiers, donc des fondations, des fonds régionaux, ou nationaux tels que le Film Fonds de Luxembourg, tels que, le CNC, tels que la SODEC par exemple, côté, québécois, mais plus généralement un ensemble d'autres partenaires qui, aussi accompagnent et apportent des solutions, pour pouvoir favoriser la rencontre entre créatifs et lieux de culture. Ce sont par exemple des exploitants, ce sont par exemple des distributeurs, des gens en fait qui peuvent aussi œuvrer à la gestion de la billetterie en fait, de ces projets et à tout un ensemble en fait d'autres,
d'autres éléments en fait sur ces différents projets. Donc vraiment un public extrêmement varié qui a pour vocation, à se croiser et à échanger, le plus possible. Heu, Autre caractéristique aussi, heu et ça vous le verrez en fait lors de la 4e édition, l'idée aussi c'est d'avoir un public qui soit extrêmement varié en termes d'origine géographique et donc j'y reviendrai en présentant quelques chiffres notamment de la 4e édition. Enfin, pour finir ce panorama sur, ce qu'est le Numix Lab et où est-ce qu'on en était avant la 4e édition, et bien, en fait, on avait fait 3 éditions qui se sont tenues dans un temps relativement court. On a commencé, en fait, à Paris en novembre-décembre 2021 avec une communauté, en grande composante, francophone. Donc, on a accueilli une délégation, québécoise, très conséquente. On avait, heu, des Luxembourgeois, des Tunisiens, des Belges, donc tout un ensemble, en fait, toute une communauté francophone qui, heu, œuvre depuis, déjà de nombreuses années à la créativité numérique et donc on les a accueillis autour d'une thématique autour des lieux patrimoniaux et de l'innovation numérique immersive. 2e édition, donc là on était à peu près, 80. 2e édition, on a commencé à monter un peu en intensité, où là on est allé, voir nos amis, canadiens. Donc on est passé à Montréal, Québec, Ottawa, où là en fait l'idée c'était aussi, de pouvoir rentrer dans ce qui, heu, caractérise et qui est un élément fort en fait du Québec et du Canada, c'est cette créativité, numérique. Donc c'est de voir en fait, de découvrir les nouveaux lieux dédiés à l'immersion, tels que la Cité des Arts Technologiques, le Centre Phi, Oasis Immersion. Découvrir tous ces lieux en fait qui accueillent de façon permanente au Canada ce type de format. Alors que, alors même qu'en Europe, ces différents lieux commençaient à se renforcer et à émerger de plus en plus. Le Canada avait cette avance, qui fait que c'était particulièrement inspirant. Et enfin, 3e édition, une édition en fait, au Luxembourg, en France, en Allemagne, très itinérante là aussi, avec la volonté de mettre en avant tout un ensemble de lieux industriels qui se sont reconvertis et qui ont accueilli de plus en plus des formats numériques comme, par exemple, ici sur la photo, la Wolflinger Hut en Allemagne ou Belval, qui est à Esch-sur-Alzette, qui était capitale européenne de la culture 2022 et qui a accueilli en fait ces différents formats, d'art numérique et immersif. Pour, rentrer plus en détail, voici quelques, informations déjà sur la 4e édition. Heu, donc un petit moment, déjà en fait sur les différents partenaires qui ont œuvré à créer cette édition. Si tout à l'heure je vous ai présenté les équipes qui, travaillent de façon, donc régulière à la création des différentes éditions. Ici en fait, c'est l'occasion de remercier un ensemble de partenaires qui ont œuvré au succès de cette 4e édition, des partenaires en fait financiers, notamment en fait, le programme Creative Europe, qui a pu contribuer en fait notamment à la création de cette programmation, le CNC, le ministère de la Culture aussi qui a pu, créer, une délégation Forum Entreprendre de la Culture, Enframe Collection qui a été, un partenaire en industrie, assez conséquent et tout un ensemble de partenaires aussi qui ont œuvré à nous aider à bâtir cette programmation aussi bien à Bruxelles, qu'à Amsterdam ou Rotterdam et là, en fait, c'est l'occasion de remercier, heu, les réseaux, des ambassades, des consulats, en fait, français, mais aussi québécois avec la délégation générale du Québec qui a beaucoup œuvré à nous mettre en contact avec un ensemble de partenaires. C'est aussi Creative NL, qui nous a aidés aussi à identifier tout un écosystème entrepreneurial, en fait, aux Pays-Bas et puis les instituts français, Hub Bruxelles, heu, qui ont contribué, voilà, à créer, cette programmation. Un ensemble de partenaires qui ont fait aussi de l'éditorial, l'Office de coopération d'information muséale, l'OCIM, Unframed, qui a réalisé un ensemble d'interviews en fait, de participants et participantes que vous retrouverez bientôt et qu'on vous mettra à disposition. XR Must, qui a fait aussi tout un ensemble d'articles. On vous donnera aussi, un lien en fin de session avec un ensemble de présentations à retrouver, donc de cette 4e édition et notamment un article. Donc on a eu la chance, voilà, d'avoir eu pas mal de relais, médiatiques et éditorial de la part de ces différents partenaires et c'est l'occasion de les remercier et puis tout un ensemble de partenaires lieux, donc en bas à gauche,
qui ont œuvré particulièrement donc à contribuer à faire de cet événement un événement de découverte et un événement qui a permis de voir des lieux extrêmement variés et ceci, grâce, à la Délégation générale du Québec et à l'ambassade de France. Donc de pouvoir découvrir par exemple, des lieux comme, à Rotterdam, rue Maastricht, de pouvoir en fait découvrir des lieux comme les musées des beaux-arts, les musées royaux des beaux-arts en fait de Bruxelles, l'Atomium, ceci grâce aussi à un partenaire, de choix, qui a œuvré pour le coup, en fait, de façon, vraiment, originelle, en fait, à cette édition, c'est Bruxelles Major Event, et donc on a pu découvrir comme ça un ensemble de lieux particulièrement variés. Revenons plus spécifiquement sur cette quatrième édition, avant d'en tirer des grandes conséquences et des grandes dynamiques par rapport au secteur, d'essayer en fait d'en tirer les fils rouges et vous présenter ce qui nous attend pour la cinquième édition. Et puis après, donc, on aura ce temps d'échange ensemble et j'espère voilà, que vous aurez un ensemble de questions aussi sur lesquelles on pourra revenir. Alors, cette quatrième édition qui s'est tenue du 4 au 8 décembre à Bruxelles, Rotterdam et Amsterdam, donc c'est tenu dans 2 pays, 3 villes, comme vous pouvez le constater. On a fédéré, en fait, on a pu être accueillis dans plus de 8 sites. On a eu, en fait, un ensemble de moments de réseautage. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Numix Lab se caractérise par une variété de formats, des conférences, qu'on appelle des panels, des présentations, mais aussi des visites et puis tout ça ensemble de moments de rencontre, rencontres B2B ou rencontres réseautage, pour le dire en français, avec plus de 430 rendez-vous d'affaires, par exemple, qui ont été organisés dans cette édition. On a fédéré en fait 219 participants, pour être très précis, 219 participants venus en fait des 4 coins de l'Europe et du Canada, euh, donc avec 9 pays membres de l'Union européenne représentés, avec aussi une variété de profils, et c'est ça qui est important, et pour concrétiser ce que je disais tout à l'heure, c'est la volonté de mettre dans un même événement, à la fois d'un côté des créateurs, des créatrices, des producteurs, productrices, mais aussi des lieux de diffusion et puis tout un ensemble de partenaires tiers qui accompagnent en fait ces dynamiques-là. Donc 81 producteurs et studios qui ont été accueillis dans cette édition, 67 lieux de diffusion, 10 distributeurs et 61 institutions. Ça vous permet déjà en fait de peut-être dimensionner un peu les choses. D'où viennent-ils pour aussi vous donner un petit focus sur les différents participants. On a une forte représentativité de la France, due notamment par une délégation montée par le ministère de la Culture dans le cadre du Forum Entreprendre de la Culture, et par aussi le fait que le CNC a permis la venue aussi d'un ensemble de partenaires. Donc vous voyez en fait avec pour le coup, des participants extrêmement variés, des fondations comme Art Explora, des studios comme Femme Fatale Studio, Diversion Cinéma, Darkophoria, des exploitants et des coproducteurs tels que Cultival, tout un ensemble en fait de musées qui étaient particulièrement représentés. Euh, donc, et puis toute forme d'immersion aussi représentée, à la fois de l'immersion sonore comme avec Nuit Noire, l'immersion réalité mixte avec Novaya, et par exemple le métaverse avec Vroom. Donc vraiment une diversité en fait de participants déjà côté français qui sont allés à la rencontre de plus de 31 participants aux Pays-Bas, à la fois des studios ramenés notamment et mobilisés par Creative NL, qui est un hub créatif entrepreneurial notamment basé aux Pays-Bas, mais aussi tout un ensemble d'institutions culturelles grâce au travail fait par la Délégation générale du Québec et l'Institut français donc aux Pays-Bas qui ont été euh, qui ont pu participer notamment au un jour et demi où nous étions sur place à Rotterdam, à Amsterdam. On a pu rencontrer en fait plus de 31 membres en fait de la communauté créative des Pays-Bas. Donc une rencontre aussi des communautés locales qui s'est réalisée à ce moment-là. Et puis à noter aussi plus de 59 Belges qui ont pu être mobilisés, donc qui sont des membres actifs de la créativité euh, donc numérique et immersive donc en Belgique, que ce soit des lieux de diffusion comme l'IMAL, le canal Centre Pompidou, mais aussi des festivals comme le KIC, comme Stéréopsia, tout un ensemble en fait de musées comme le musée de la ville de Bruxelles, les musées royaux de Beaux-Arts,
Et puis, pour le coup, on a eu énormément de présentations aussi de curateurs, d'artistes numériques, de plateformes en fait de créativité et de projets numériques immersifs mobilisés très activement par deux partenaires que sont Bruxelles Major Event et notamment Magic Mirror, qui ont pu mettre en avant en fait ces différents créateurs. Une délégation canadienne, il nous a pas échappé que c'est un événement franco-canadien et franco-québécois et l'idée, ça a été d'ouvrir, non seulement au Québec, mais aussi à la partie, ontarienne, du Québec. On a eu, le plaisir d'accueillir, quelques Ontariens, notamment, donc Bentway, dont on reparlera tout à l'heure, qui est un lieu, particulièrement inspirant, donc à Toronto ou Secret Location, par exemple, qui fait de la distribution d'expériences immersives et qui a ouvert différents lieux au Canada. Mais au-delà de ça, des participants actifs du Linux Lab qui sont présents depuis très longtemps, comme, par exemple la SAT, comme, le Quartier des spectacles, Mirari, Moment Factory, donc qui ont participé vraiment à toutes les éditions du Linux Lab, et puis des nouveaux entrants qu'on a eu la joie d'accueillir. Et donc ça a été l'occasion aussi de pouvoir croiser donc les échanges avec nos amis québécois. Et puis un ensemble d'autres pays de l'Union européenne qui ont été accueillis à cette occasion, euh, donc assez variés. C'était un de nos objectifs de cette quatrième édition, d'ouvrir de plus en plus à la créativité européenne. Et on ne compte pas s'arrêter là. On était à 9 pays membres donc, dans cette édition. L'idée, c'est de monter à 15 pour la prochaine édition. Donc, avec des représentants de cette créativité numérique, notamment venus d'Italie. On a eu la joie en fait, d'accueillir par exemple des représentants de Bright Festival, un festival d'art immersif qui est présent à la fois à Florence, à la Stazione Leopoldi et aussi en Allemagne. On a pu accueillir aussi Videocita, par exemple, en fait, en Italie, le Mid Digital Center. J'ai vu que Maria Grazia Matti était présente aussi aujourd'hui. Donc voilà, on a eu vraiment la joie d'accueillir toute cette diversité italienne, l'Espagne aussi qui était fortement représentée, la Hongrie, le Luxembourg et l'Allemagne. Donc sur les participants, voilà quelques éléments. Revenons assez rapidement, un peu sous la forme d'un roman photo sur les grandes étapes et les différents jours, les les différents moments qu'on a vécus en fait dans le cadre de cette édition, avant de vous présenter peut-être quelques conclusions et en tout cas quelques éléments à penser par rapport en fait à cette édition-là. Donc un premier jour où en fait, premier jour d'accueil, le lundi 4 décembre, où on a commencé en fait déjà à se rencontrer à l'hôtel de ville, créer les premiers échanges, heu, essayer de mettre de côté un peu sa timidité, voilà, pour créer très rapidement en fait, pour le coup, des discussions et donc des moments assez informels importants avec, notamment une visite du canal, du centre Pompidou, heu et un moment aussi dédié à la fois, à la présentation des actions, liées au numérique, portées par le ministère de la Culture et en France et aussi l'ambassade de France en Belgique qui ont, pu présenter en fait, leurs différents projets. Donc suite à cette première journée, on a poursuivi avec une deuxième journée où là, on est vraiment rentré dans le «dur» entre guillemets avec, et ça a été le cas pour la plupart des journées qu'on a vécues, le matin, des temps d'échange, des panels, des présentations et l'après-midi plutôt des visites. Donc le matin, on a commencé en fait à aborder, heu, le thème éditorial en fait qui soutenait cette quatrième édition, qui est l'hybridité. L'idée étant de thématiser chacune des journées, vécues par les participants et les participantes en proposant un axe sur l'hybridité. Donc, en commençant notamment le mardi sur l'hybridité des lieux, le mercredi sur l'hybridité, en fait, notamment des modèles de production et d'exploitation. J'y reviendrai un petit peu plus tout à l'heure. Et enfin, en finissant le jeudi matin sur l'hybridité des nouveaux formats et avant de partir ensuite à Rotterdam, Amsterdam. Donc un temps en fait donc à Bruxelles où le matin on a vraiment œuvrer à plutôt, échanger, à accueillir le maximum de retours d'expérience
pour pouvoir aussi nourrir les réflexions des participants et accueillir en fait aussi, tout un ensemble de retours d'expérience qui peuvent, aussi pourquoi pas inciter en fait à développer d'autres projets. Donc, 1er thème, de cette, 2e journée, donc, après une présentation de Bruxelles Major Event qui est, heu, donc une association qui crée, tout un ensemble de grands événements à Bruxelles et qui a pour vocation, en fait, à investir l'espace public pour proposer des actions artistiques et culturelles. On a pu partager et j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, en fait, sur, ce qu'est l'hybridité, ce que pourrait être l'hybridité, notamment dans l'espace public. On a eu en fait, donc un ensemble de retours d'expérience, notamment de différents lieux, qui ont montré dans quelle mesure, heu, malgré leur diversité, ils œuvraient de plus en plus à une programmation qui était, hybride, à la fois physique et numérique, mais aussi ils accueillaient une hybridité en fait de public, avec l'idée en fait de diversifier, d'élargir leur public et d'œuvrer en fait au maximum à, à une animation qui est la plus diversifiée possible. Et donc, dans le cadre de ces panels, on a accueilli à chaque fois des représentants très diversifiés de ce type de lieu, des centres d'art numérique, par exemple, comme le Meet Digital Center à Milan, des lieux dans l'espace public comme Bentway, qui se situe en fait sous une voie express de Toronto et qui accueille régulièrement des concerts et des propositions artistiques, donc outdoor, des, des centres de congrès qui réfléchissent de plus en plus à intensifier les usages de leurs espaces en accueillant, des propositions immersives, des lieux, qui, sont positionnés dans des quartiers en reconversion et qui viennent comme des activateurs, heu, dynamiser finalement en fait la relation à leur public comme, l'IMAL, qui est basé dans le cadre de Molenbeek, en Belgique et donc voilà, montrer vraiment cette diversité, de lieux et en quelle, de quelle sorte, en fait, finalement, ils œuvrent à cette dynamique, d'hybridité, qui était notre thématique qui nous inspirait particulièrement cette année. Des présentations aussi de tout un ensemble de lieux qui ont présenté ce qu'ils faisaient, comme, typiquement Oasis Immersion, heu et qui sont revenus en fait sur leurs différents projets, une variété de lieux, heu et puis une présentation des programmes, Creative Europe, qui incitent et qui veulent dynamiser de plus en plus en fait, des projets créatifs et numériques et donc, l'idée étant d'ouvrir des moments sur aussi tout un ensemble de programmes qui permettent de consolider ce secteur qui est en pleine émergence, en pleine consolidation. Et enfin, on a visité aussi, 2 lieux, particulièrement inspirants. Un lieu, tel que les musées royaux des beaux-arts, où ça a été l'occasion d'avoir un échange extrêmement riche avec les équipes du musée, qui, donc, sont en train de travailler à un programme de rénovation et de refonte du musée qui est extrêmement conséquent et ce temps d'échange a été l'occasion de pouvoir partager un ensemble d'idées sur, ce que pourrait, accueillir comme projet numérique, ce lieu qui est, magnifique, que sont, les musées, ces lieux magnifiques que sont les musées royaux des beaux-arts, donc de Bruxelles. Et puis on a visité aussi le festival, qui est créé et porté par Bruxelles Major Event, Plaisir d'hiver, qui a un parcours en fait dans la ville, en lien avec le marché de Noël et qui propose un ensemble heu, de projets artistiques et culturels sur lesquels on reviendra tout à l'heure, des installations, du vidéo mapping et qui illustrent aussi, cette diversité créative, qu'il peut y avoir dans l'immersif, aussi bien dans des lieux entre guillemets, fermés, que sont les musées, les centres d'art, mais aussi, dans l'espace public. Un troisième jour donc, qui, avait pour objectif donc le mercredi, de pouvoir parler de l'hybridité des modèles de production et de distribution, de montrer dans quelle mesure de plus en plus d'acteurs, sont en train de consolider en fait leur activité, heu, notamment en accueillant une diversité de projets et en hybridant en fait de plus en plus leur modèle. Ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, heu et donc ça a été l'occasion
après tout un ensemble de moments de réseautage, de rencontres B2B, où en fait l'idée c'est de pouvoir permettre à des lieux de diffusion de rencontrer en fait tout un ensemble de porteurs de projets. C'est les fameux plus de 400 rendez-vous qui ont été organisés en fait qualité dans l'ensemble de l'édition. Ça a été aussi un moment, donc toujours dans ce cinéma qui est le Palace qui a accueilli en fait les moments de présentation euh, à Bruxelles, de pouvoir revenir sur un retour d'expérience sur un projet donc Orin Invalide, projet issu d'une coproduction québécoise, québéco-française, portée par Cultival et qui a mis en fait en lien à la fois un studio de création de vidéomapping euh, qui est Moment Factory canadien avec le musée de l'armée et qui permet désormais en fait de proposer une programmation permanente nocturne sous la forme d'un spectacle immersif qui est exploité en fait par Cultival. Donc une grande partie des soirées de l'année et qui est proposée aux visiteurs. Donc pour montrer en fait aussi que ces modèles d'exploitation eh bien, sont en train d'émerger et on commence à avoir en fait des offres dédiées où des lieux patrimoniaux la journée deviennent des lieux aussi d'expériences immersives et culturelles le soir. Euh, on a aussi eu l'occasion de démontrer ou en tout cas de contribuer aux réflexions sur l'hybridité des modèles d'exploitation et de distribution, de voir dans quelle mesure tout un ensemble de, euh, d'acteurs commençaient à développer des projets de distribution, et c'est le cas d'Aimframe Collection, qui est une plateforme de distribution dédiée aux œuvres XR, donc en réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, immersion solaire. Donc de développer une plateforme qui permet de mettre en relation d'un côté des créateurs et de l'autre côté tout un ensemble de lieux de diffusion. Donc proposer une plateforme qui à la fois favorise la rencontre et le partage entre ces différentes formes d'acteurs. Et c'est en ça où on a été, pour le coup, en partenariat étroit, notamment pour cette édition, parce que ça représente bien aussi la logique que l'on a au sein du Numix Lab, que de pouvoir créer en fait ces liens entre créateurs et lieux de diffusion. Donc Enframe Collection, voilà, a présenté aussi euh, la façon dont ils ont œuvré à cette distribution. Sur l'hybridité en termes d'exploitation, j'y reviendrai. On a vu aussi un ensemble d'exemples que j'illustrerai un peu plus tard. Et puis ensuite, on a eu l'occasion d'aller visiter l'Atomium, donc lieu très emblématique de Bruxelles, mais qui, notamment en termes d'hybridité, accueille non seulement des expositions sur l'architecture, des expositions en fait sur ce lieu emblématique de Bruxelles, mais aussi propose des expériences qui sont à la croisée des arts numériques et de l'art cinétique. Et donc, ça a été l'occasion notamment de pouvoir découvrir la vitalité de ce lieu, mais aussi de découvrir, c'est la photo de droite, la vitalité en fait de tout un écosystème à Bruxelles et plus largement en fait en Belgique, de créateurs, d'artistes numériques, avec plus d'une vingtaine de retours d'expérience qui ont été réalisés par des curateurs, par tout un ensemble d'artistes et qui sont revenus sur des projets développé en Belgique et à l'international. Donc un moment très fort sur l'écosystème bruxellois qui a pu être porté à ce moment-là. Et après, on a eu la joie aussi d'avoir un cocktail plus dédié à l'Europe. Après avoir eu un cocktail France et un cocktail belge, l'idée c'était effectivement d'ouvrir aussi à l'Europe. Donc d'avoir toujours des moments aussi pour croiser au maximum les communautés à un niveau international. Et enfin, un quatrième jour, avec toujours des rencontres B2B, donc le jeudi, la réception de tout un ensemble d'études internationales, notamment portées par la Commission européenne, avec tout un ensemble de résultats autour de la XR et sur le secteur de la XR à un niveau européen particulièrement inspirant. Une étude d'XN Québec réalisée par le studio Abo, et enfin, un panel sur l'hybridité des formats, sur lesquels, là aussi, je reviendrai, qui a été particulièrement inspirant, avant de pouvoir partir à Rotterdam, où là, il y a une partie de la délégation qui est partie en bus jusqu'à Remastered, un centre d'art numérique qui a été créé assez récemment et qui a permis, en fait, comme ça, de pouvoir découvrir ce type de lieu, notamment aux Pays-Bas. Et enfin, le cinquième jour, avec une. Donc, on a eu une
une dernière, oupla, excusez-moi, une dernière journée qui a été, pour le coup, donc, dédiée à la rencontre de l'écosystème, notamment néerlandais, et donc qui nous a permis en fait de rencontrer à la fois des entreprises grâce au travail préalable qu'a fait notamment Creative Enel, et puis aussi un ensemble de musées grâce au travail qu'a réalisé la délégation générale du Québec et l'Institut français donc des Pays-Bas, et qui nous a permis en fait comme ça de pouvoir découvrir différents projets, de pouvoir aller à la rencontre de ces différents acteurs. Et, euh, et donc, pour ce faire, on a été accueillis notamment dans deux lieux particulièrement inspirants. Un lieu dédié au cinéma, le AI, euh, donc, et un autre lieu qui notamment s'appelle le Next Museum, qui a donc proposé une exposition, enfin on a pu parcourir l'exposition en fait qui était proposée à ce moment-là, extrêmement riche et diversifiée. Donc voilà pour déjà débriefer sur le programme. L'idée est aujourd'hui d'en tirer quelques, excusez-moi, la présentation est peut-être trop lourde, d'en tirer quelques conséquences, notamment en revenant sur la thématique de cette édition, qui est l'hybridité. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être en 10 minutes de revenir sur quelques grandes tendances pour partage et, et donc vous proposer voilà, une relecture de ces différents moments qu'on a vécus pour ensuite ouvrir sur un échange plus spécifique, notamment euh, donc sur cette thématique qui est l'hybridité. Alors, cette hybridité, elle se caractérise en fait par, en tout cas, on a eu la volonté de mettre en avant en fait trois grands thèmes sur cette hybridité. Tout d'abord, l'hybridité des lieux. Euh, Comment en fait les espaces publics, donc dans les grandes agglomérations, euh, accueillent des projets artistiques et numériques, alors que l'espace public n'est pas forcément coutumier d'accueillir ce type de performance ou ce type d'art installatif, en fait, dans espace qui est extrêmement partagé et qui est assez naturellement hybride. Et puis, l'autre point qu'on voulait aborder vis-à-vis des lieux, c'est comment des lieux qui ont déjà une programmation culturelle, comme des musées, des centres d'art, accueillent de plus en plus de formats, notamment numériques et immersifs, et enfin, comment certains lieux qui, jusqu'alors, n'étaient pas forcément des lieux à destination culturelle, comme des centres de congrès, qui sont plutôt en fait des lieux de tourisme d'affaires, se retrouvent à accueillir de plus en plus, par exemple, de projets à vocation culturelle et deviennent en partie des lieux donc partiels ou transitoires euh, de proposition culturelle. Donc ça, c'était une des premières choses en fait qu'on a voulu illustrer dans le cadre de cette édition, à la fois par des visites, par des panels, des présentations. La deuxième chose en fait sur laquelle on va revenir, c'est comment en fait finalement cette hybridité, eh bien, elle, euh, elle permet de consolider des modèles d'exploitation et de distribution. Alors pour expliquer plus simplement les choses, c'est de dire en fait comment enfin comment on arrive finalement à développer des œuvres ou des projets qui sont de plus en plus adaptables euh, pour faciliter leur exploitation, donc sur site, dans un lieu de diffusion, mais aussi qu'on puisse faciliter leur transportabilité, leur adaptabilité pour pouvoir être accueillis dans une diversité de lieux. Et enfin, donc un troisième thème qu'on a abordé, c'est l'hybridité des formats. Comment en fait finalement la, la créativité numérique et immersive ouvre sur un ensemble d'autres formes de créativité artistique et culturelle et croise de plus en plus une diversité d'autres formats culturels. Le spectacle vivant et le numérique, l'audiovisuel, bien sûr, et le patrimoine. Donc de montrer en fait finalement comment cette hybridité est en train de se développer sur les formats et qu'est-ce qui est en train de se consolider par rapport à ces différentes tendances.
Alors revenons d'abord sur l'hybridité des lieux. L'hybridité des lieux, en fait, elle est assez riche et elle favorise, en fait, pour le coup, l'attractivité, la lisibilité des lieux. Donc, par exemple, dans l'espace public, vous avez un ensemble de projets qui ont été partagés dans le cadre de cette édition, qui démontrent la façon, ou en tout cas qui ont proposé une réflexion sur la façon dont on accueille en fait ce type de projet. Exemple, Bentway, photo de gauche, vous le voyez, sous une voie express en fait, de Toronto, sont accueillis régulièrement euh, des œuvres performatives, installatives, des concerts, où l'idée en fait c'est de transformer un lieu qui est peut-être éloigné, qui est délaissé en fait, et qui n'est pas un lieu forcément propice à l'hospitalité et à l'accueil, d'en faire en fait un lieu qui devient un lieu d'attraction, un lieu en fait qui renouvelle finalement l'approche de l'urbanisme et les formes d'habitation en fait, du lieu en le transformant et en faisant un véritable lieu artistique. Donc ça a été typiquement un des exemples qu'on a pu parcourir. Autre exemple, euh, donc où là on est toujours sur du semi-permanent, puisque Bentway en fait fonctionne sous forme de saison. On a aussi un autre exemple qui a été notamment assez richement illustré par Bruxelles Major Event, donc co-partenaire de cette édition, à la fois en fait en nous faisant une présentation des différents projets qu'ils menaient, mais aussi en illustrant donc les activités qu'il faisait en parcourant le festival qu'il porte donc en décembre, qui s'appelle donc Plaisir d'hiver, qui est un festival qui, en lien avec le marché de Noël, qui accueille plus de 3 millions de visiteurs, qui propose un ensemble euh, d'animations artistiques, d'installations artistiques et culturelles pour aussi donner un supplément d'âme en fait finalement à ce marché qui fédère à la fois énormément d'habitants qui viennent se retrouver le soir dans l'espace public, mais aussi tout un ensemble de touristes. Donc l'idée, c'est finalement d'hybrider au sein de l'espace public, en lien avec un événement fort, à la fois une programmation donc, de convivialité, mais aussi une programmation en fait, plus artistique et culturelle. Donc ici, vous avez un exemple avec l'éloge de l'air, qui est aussi intéressant pour une autre dimension. C'est sa dimension en fait liée à sa dimension internationale, le fait que ce projet est le fruit d'une coopération donc, québécoise avec le quartier des spectacles international, qui œuvre depuis de nombreuses années à la reconversion d'un quartier en fait, au sein de Montréal. Euh, mais aussi la rencontre avec le Bruxelles Major Event et le festival Constellation à Metz. Donc une collaboration francophone, fruit d'une des premières éditions du Numix Lab, qui est ainsi illustrée aussi avec cette œuvre qui s'appelle L'éloge de l'air. Et enfin, troisième exemple, assez intéressant sur la façon de s'emparer de l'espace public, c'est aussi en fait de rayonner au sein de cet espace, notamment en s'emparant de lieux éventuellement délaissés, tels que les friches industrielles, ici le gazomètre de Rome, et d'en faire en fait un lieu de festival à la fois grand public et professionnel, avec Videocita, qui est revenu en fait notamment sur ces différents projets. Donc finalement, l'idée ici était de démontrer que l'hybridité, en tout cas l'accueil de propositions, soit sous forme d'installation ou de vidéo mapping dans l'espace public d'expérience immersive, favorise aussi euh, un renouvellement du regard en fait vis-à-vis de l'espace public et permet notamment de créer de nouvelles formes d'habitat de cet espace public. Tout ceci est loin d'être anodin. À titre d'information, pour vous donner un chiffre, le Global Cultural District Network, qui est un grand événement et un observatoire des investissements culturels publics de la part des grandes agglomérations, évoquait dans une récente étude que 2 milliards d'euros en Europe étaient consacrés notamment à des investissements culturels par les grandes agglomérations, notamment dans l'espace public, en accueillant, en développant tout un ensemble de festivals, mais aussi en créant et en contribuant au développement de tout un ensemble de centres d'art et au renouvellement digital de tout un ensemble de musées
en créant des équipements culturels en fait, qui sont dédiés au numérique. Et l'étude souligne que dans ces 2 milliards, il y a de plus en plus de budgets qui sont consacrés, notamment au numérique. Heu, donc c'est en ça où l'idée, c'est de s'inscrire aussi d'inscrire le NumixLab dans cette grande tendance. C'est qu'on a de plus en plus de lieux de diffusion qui développent des propositions numériques et immersives et l'idée, en fait, c'est d'en être les représentants dans toute leur diversité. Donc au-delà de l'espace public, il y a aussi une hybridité qui est à l'œuvre dans les lieux, dans une variété d'espaces, heu et avec des approches extrêmement différentes et très hybrides, où finalement, on a des lieux qui vont être destinés à des propositions numériques et d'autres qui vont accueillir en 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 résonance avec d'autres programmations, d'exposition par exemple, d'autres formats. Donc c'est le cas par exemple, du Midi Digital Center en Italie qui, à Milan, en fait, développe une variété de propositions artistiques autour des arts numériques avec, pour le coup, l'idée de croiser, à la fois des spectacles, avec des performances numériques, mais aussi, des expositions, des expériences à vivre pour pouvoir attirer un public le plus large possible, le plus diversifié et hybrider, sa programmation, avec une spécialité, en fait, sur les arts numériques pour pouvoir, en fait, s'ancrer sur son territoire. C'est par exemple aussi des lieux plus transitoires, comme des centres de congrès, à destination plutôt de touristes, d'affaires, qui se retrouvent à accueillir de plus en plus des expositions ou des expériences, pour, pouvoir aussi s'ouvrir au grand public et ou éventuellement d'enrichir l'offre, qu'ils ont auprès de professionnels pour leur proposer le soir, par exemple, heu, après un congrès, un séminaire, de pouvoir en fait découvrir, par exemple, un spectacle ou une exposition immersive. C'est le cas de Viparis, qui, gère, 12 centres de congrès en fait dans Paris qui développe de plus en plus cette programmation très ambitieuse. Troisième exemple, Aura Invalide, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, où l'idée, en fait, c'est, d'intensifier les usages, en fait, de ce lieu qu'est, le Dôme des Invalides, qui se visite la journée, sans son et lumière et qui, le soir, en fait, accueille un spectacle, de son et lumière qui vient, en fait, finalement, renforcer les visiteurs de ce lieu en proposant une autre expérience complémentaire, hybride, par rapport en fait à l'expérience, diurne, heu et en proposant voilà cette expérience nocturne. Et enfin l'IMAL, donc alors l'IMAL qui n'est pas en Italie pardon, mais qui est, donc, à Bruxelles, dans le quartier de Molenbeek, qui, développe en fait une programmation culturelle autour des arts numériques très ambitieuse pour pouvoir hybrider en fait les publics, à la fois des publics locaux et des publics en fait, amateurs de ce type de format. Donc l'hybridité, elle passe par l'hybridité des lieux, mais aussi elle passe par l'hybridité, notamment, des formats d'exploitation et de distribution. Quelques tendances assez intéressantes qu'on a pu, parcourir dans le cadre de cette 4e édition, c'est tout d'abord de voir que, heu, une chose qui favorisait l'exploitation et la large diffusion en fait de ces expériences immersives, de cette itinérance d'expériences immersives, c'est notamment la mise en réseau de lieux. C'est le cas par exemple de Fiverr qui, grâce à une connaissance, à une solution de billetterie et une connaissance très fine de tout un ensemble de lieux dans lesquels il développe des expériences culturelles et de divertissement, et bien en fait a fédéré tout un réseau, et une connaissance des publics qui leur permet de définir les destinations dans lesquelles ils veulent développer tel ou tel projet. Ou Ubisoft qui, œuvre à la réadaptation par exemple de jeux vidéo, pour pouvoir en fait les faire accueillir dans des centres d'art, pour les faire accueillir dans des musées. Donc il y a eu tout un ensemble de retours d'expérience qui ont été, portés par Ubisoft. Ici, vous avez un exemple avec, heu, la première exposition du Grand Palais Immersif, donc lieu parisien, qui a ouvert en 2022, avec l'exposition Venise révélée. Une partie en fait plutôt, grand format a été portée par Iconem et il y avait une salle dédiée, notamment avec une expérience portée par Ubisoft qui, proposait de, réutiliser des, modélisations 3D, qui ont été, validées par, tout un ensemble de comités scientifiques extrêmement riches, de pouvoir en fait découvrir Venise avec les personnages d'Assassin's Creed,
du jeu vidéo, pour pouvoir aussi avoir une autre expérience de ces lieux. Donc, l'hybridité ici, pour la diffusion passe par par, fait la une réflexion de plus en plus forte de la part des producteurs et des créateurs pour, heu, créer des formats qui soient les plus adaptables possibles, mais aussi une réflexion, qui va, cibler de plus en plus les lieux et les publics pour essayer de s'adapter au maximum aux contraintes, aux besoins, aux enjeux, en fait, de ces lieux de diffusion. C'est le cas, par exemple, d'Unframe Collection, qui est une plateforme développé par Lucid Reactive, qui a pour vocation à mettre en lien, d'un côté, des studios de création, de l'autre, des lieux culturels, en proposant une solution, de gestion de l'exploitation de ces différentes œuvres et qui ainsi facilite cette mise en lien. Donc, ça me semblait aussi assez important d'illustrer ça. Et enfin, un dernier exemple, Iconospace, qui a développé une plateforme euh, inspirée par Sketchfab de modèles 3D qui sont destinés plateformes destinées au monde culturel et patrimonial, et avec l'idée d'essayer d'œuvrer à réduire de plus en plus le poids de ces modèles 3D pour qu'ils soient le plus facilement diffusables. Donc l'idée ici, s'il y a peut-être un élément à retenir, cette hybridité des modèles d'exploitation et de distribution, c'est l'enjeu principal et qui est en train de se renforcer de plus en plus, c'est comment on arrive à créer des formats les plus adaptables possibles qui peuvent se diffuser très largement dans différents lieux. C'est le cas aussi avec une créativité extrêmement forte de la part de différents musées qui ont développé des modèles hybrides d'exploitation et de distribution. C'est le cas de la Cité du Vin, par exemple, qui a développé, en lien avec son parcours permanent, des ateliers de dégustation de vin avec des propositions immersives développées par Gédéon Programme. C'est par exemple les cabanes à histoire, qui sont un projet des confluences autour de l'immersion sonore, avec l'idée de pouvoir rayonner dans toute l'agglomération métropolitaine lyonnaise, donc avec ces cabanes et en écoutant donc des récits autour des collections du musée, ou c'est le cas par exemple du musée d'Orsay euh, qui accueille, puisque l'exposition ferme de mémoire le 4 février, qui accueille en lien avec l'exposition Van Gogh une expérience portée par Lucid Realities autour de la palette de Van Gogh. Troisième élément intéressant, au-delà de l'hybridité des lieux, l'hybridité des formats d'exploitation et de distribution, c'est le fait qu'on arriverait vers une hybridité de plus en plus de la créativité et des formats qui sont proposés. Donc deux exemples illustratifs, l'un porté par Darkophoria, dans le cadre d'une œuvre qui s'appelle No Reality No, et une autre portée par Crew Brussels, où l'idée, en fait, c'est que ces œuvres immersives, qui font appel notamment à la réalité virtuelle, euh, croisent avec d'autres domaines. Et c'est le cas, en fait, par exemple, d'Arcophoria, qui a créé ce spectacle, où d'un côté, il y a un spectacle physique qui se passe sur scène, et puis, inspiré par des jumelles d'opéra, de proposer des moments et des temps donc plus virtuels pour pouvoir en fait compléter l'expérience physique que l'on vit et qui est mise à disposition du spectateur et de la spectatrice et qui peut être utilisée quand il ou elle le souhaite. Et Crew Brussels, en fait, qui va mélanger aussi, par exemple, dans les expériences artistiques qu'ils ont développées, des notions d'espace, où en fait, dans les expériences de réalité virtuelle que vous vivez, il y a à la fois des expériences très physiques, où on vous demande de toucher des objets ou de vous déplacer, et en même temps, en fait, de vivre une expérience immergée en réalité virtuelle. Cette hybridité, en fait, elle est intéressante aussi parce qu'elle favorise une plus grande implication des lieux, des publics, mais aussi, de plus en plus, en fait, elles aboutissent à la consolidation d'un secteur et d'un écosystème qui est en train de se créer avec de plus en plus une diversité de lieux de diffusion et une diversité, en fait, de réponses à apporter à ces lieux de diffusion. Euh, pour montrer vraiment, pour le coup, le foisonnement de ces expériences immersives et culturelles. Un exemple ici, en Hongrie, c'est la House of Music Hungary, qui est une
une philharmonie locale qui va proposer en fait un ensemble d'expériences culturelles et artistiques, des concerts, des, un parcours de visite, mais aussi un, dans un dôme, de pouvoir en fait vivre des performances artistiques et musicales, euh, donc de façon renouvelée, avec tout un ensemble de propositions qui sont réalisées ici, inspirées par exemple de ce qu'a pu faire depuis quelques années, notamment la Société des Arts Technologiques. Et enfin, des programmes aussi particulièrement ambitieux, avec la volonté de croiser un ensemble de compétences, d'hybrider en fait au maximum la créativité pour pouvoir en fait faire des projets de plus en plus ambitieux et de plus en plus solides. C'est notamment le DigiArt donc Living Lab porté par l'école tunisienne 3D Net Info que nous a présenté Mohamed Zoglami notamment euh, dans le cadre de cette intervention avec un soutien très fort aussi de tout un ensemble de partenaires européens. Et on sent en fait que euh, cette, euh, cet écosystème en fait, dans lequel on gravite entre lieux de diffusion d'un côté, producteurs, studios de création de l'autre, mais aussi exploitants distributeurs, est en train de faire émerger euh, des formes créatives qui sont de plus en plus intégrées euh, dans des lieux et qui finalement, plus elles sont intégrées, plus elles sont matures et plus elles démontrent qu'elles ont une pertinence et qu'elles peuvent être permanentes et faire l'objet de véritables offres culturelles. C'est ça qui est intéressant.